Bonjour et bienvenue sur Notre Histoire en Héritage, la chaîne qui fait prendre conscience au peuple de sa force et qui montre que le programme de l'avenir en commun est bien l'héritier des moments d'émancipation populaire pour une république réellement démocratique et sociale. Allez, générique! Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'international sera le genre humain. L'étendard du travailleur sera toujours le meilleur. Vive la commune, enfant, vive la commune. Bonjour Johnny, Bonjour, comment ça va? très bien et toi? Merci, ça va. Dis-moi, on a changé de générique, non? Alors on n'a pas changé les illustrations, on a changé la musique. Ouais. On est passé de la Marseillaise à l'international. Et pourquoi? La Marseillaise, c'est un chant de guerre commandé à Claude-Joseph Rouget de Lille, qui était officier français du génie, et qui a été une commande faite par le baron Philippe Frédéric de Dietrich pour la guerre. Donc c'était pendant la Révolution française, donc la première Révolution française, celle de 89. Donc c'est un chant qui a été commandé à un noble, qui est un chant de guerre, qui s'appelait d'ailleurs au début le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Il y a une grosse différence si on peut écouter un petit peu les paroles de l'international et celles de la Marseillaise. La Marseillaise fait pour galvaniser l'armée face aux ennemis qui se trouvent à l'extérieur des frontières. Et donc quand on fait un chant de guerre comme la Marseillaise, on ne parle bien entendu que de la menace extérieure. Or, l'international est différente. Dans un premier temps parce qu'elle a été composée par une personne qui s'appelait Eugène Pottier, et qui était goguetier, poète et révolutionnaire. C'est quoi, Goptier? Alors un goguetier, c'est une personne qui participe aux goguettes, participe à des réunions un petit peu festives. Donc moi je considère que c'était plutôt une personne qu'on pourrait appeler un artiste aujourd'hui, dont le père était ouvrier. Donc c'est ce qui tranche un petit peu avec le notable du père de celui qui a composé la Marseillaise. Et surtout, la grande différence, de mon point de vue, alors bien sûr sur les paroles, on voit très bien qu'il y en a un qui est un chant de guerre. Et Eugène Pottier, il a composé quoi, la musique ou les paroles? Il a composé les paroles. Alors lui il a composé un texte, et ensuite de ça, c'était donc en 1888, tu as le Parti ouvrier français qui fait une commande auprès d'un monsieur qui s'appelle Pierre de Gaïter, qui est un compositeur, premier directeur de la Société musicale lilloise, qui donc écrit la musique pour le texte de Pottier, et qui est justement un texte qui exprime l'idéal de liberté des populations civiles qui ont compris qu'elles pouvaient arriver à se gouverner elles-mêmes et qu'elles n'avaient absolument pas besoin de se soumettre à quelques employeurs ou quelques gouvernants se plaçant à l'extérieur de la population. Et donc, elle a été complétée après la Commune. Ce qui s'est passé, c'est que Pottier était un des membres du Conseil de la Commune. Donc c'était l'organe exécutif de la Commune de Paris entre mars et mai 1871. Et après la violente attaque du gouvernement prétendu légitime qui s'était réfugié à Versailles, eh bien, en se cachant à Paris, après avoir été le témoin de dizaines de milliers de meurtres par le gouvernement de Versailles des personnes qui étaient favorables à la Commune de Paris, il écrit ce texte-là avant d'aller en exil. Et donc c'est un texte, je le redis, qui est un texte de liberté, d'émancipation, qui cherche à faire prendre conscience, et c'est ce que nous essayons de faire dans cette chaîne, au peuple de sa force. Et donc c'est quelque chose qui est complètement aussi en opposition avec la Marseillaise, parce que comme je te le disais, la Marseillaise
ne parle en réalité que des ennemis qui attaqueraient la France de l'extérieur, alors que l'international parle surtout des ennemis intérieurs du pays. Et de dire qu'en réalité, depuis la Révolution française, un petit peu moins d'un siècle de cela, la première Révolution française, en réalité la condition des ouvriers s'est pas vraiment améliorée, et on a été dans le passage d'un ancien régime monarchique à des différentes restaurations, pour ensuite de ça retomber un petit peu moins de 100 ans après dans un régime qui était aussi favorable à un pouvoir exécutif fort, qu'il soit monarchique ou non d'ailleurs. D'accord. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la Commune de Paris. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce thème? Alors j'ai choisi la Commune de Paris pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que ça a été la dernière fois, réellement, que le peuple de France a utilisé de manière légitime, on en a parlé à différents épisodes aussi, on était la dernière fois sur la révolution de février 1848, a utilisé les armes pour imposer la volonté populaire face à un gouvernement qui cherchait encore à écraser le peuple dans son idéal d'émancipation et de liberté et de conquête de sa propre organisation, qu'elle soit sociale, politique ou économique. Donc de ce point de vue-là, la Commune de Paris est un événement majeur, parce que dès que la Commune de Paris s'arrête, il y a une dissolution immédiate, enfin quasi immédiate, de la garde nationale. On a vu ensemble ce qu'était la garde nationale, et comment elle avait pu justement, à certains moments, se retourner contre ceux qui exploitaient la force de travail du peuple, et comment elle avait réussi, dans des épisodes plutôt brefs, à retourner la tendance en faveur de la population. Donc ça, c'est un événement extrêmement important, parce que c'était donc la dernière fois en France où, de manière organisée, le peuple a réussi à faire échec à une armée, qui était l'armée du gouvernement du moment. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux un peu nous décrire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Oui, alors assez brièvement, on s'est quitté la dernière fois, c'était sur la révolution de février 1848, qui a ensuite de ça mené 3 ans plus tard à un coup d'État de la personne qui avait été nommée premier président donc après cette insurrection de 48, qui était Louis-Napoléon Bonaparte, qui a installé pendant environ une vingtaine d'années le Second Empire. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, en 1870, comme d'autres souverains en Europe, cherche à conserver des équilibres politiques et ne voit pas du tout d'un bon œil que le souverain allemand, à l'époque on parlait de la Prusse, que le souverain allemand puisse avoir des prétentions sur le trône d'Espagne. Donc on ne va pas rentrer dans les détails des alliances et des filiations monarchiques en Europe, mais il faut savoir que, un petit peu comme on en avait parlé pour Philippe le Bel, il y a à des moments historiques des souverains qui cherchent à asseoir encore plus leur autorité grâce à des alliances dans d'autres pays, en étant par exemple en Angleterre et de France, en étant empereur de Prusse et en même temps roi d'Espagne, etc. La guerre du trône. Voilà, c'est ça, exactement, la guerre du trône. Et donc, pour conserver ces équilibres-là, tu as Napoléon III qui déclare la guerre à la Prusse. Alors, elle est déclarée en 1870. Tu as un échec militaire majeur, c'est la bataille de Sedan en septembre 1870, et donc la défaite dans la foulée de l'armée impériale et la reddition de l'empereur français. Donc à partir de ce moment-là, 2 possibilités pour le territoire national. La première est une armistice qui est signée par le gouvernement provisoire, on va dire, du pays, qui cherche à continuer d'être en exercice malgré la conquête allemande sur le territoire français. Et donc tu as ce gouvernement-là qui est dirigé par Adolphe Thiers, qui n'était pas son premier
fait d'armes et à sa première traîtrise, parce qu'on ne s'en souvient pas, on n'a pas parlé, mais Adolphe Thiers, ou peut-être rapidement, quand on a parlé des canuts, Ouais. Adolphe Thiers, c'est celui qui a mené la répression contre les canuts lyonnais. Donc il avait déjà organisé une répression sanglante. Un ami du peuple, oui. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, bon, on va voir comment ça se passe ensuite de ça lors de l'instauration de la commune. Et donc tu as cet Adolphe Thiers-là qui s'accorde avec le chancelier Bismarck, qui a la responsabilité politique de la Prusse, exactement, et qui donc décide de s'arranger pour donc l'armistice, et puis comment on arrive à des indemnités de guerre, etc. Donc le gouvernement français avait déjà capitulé. Que fait en mars 1871 le peuple de Paris, qui était donc assiégé aussi par l'armée de Bismarck? Lui dit, bah non, le gouvernement français capitule, mais nous, on a le courage de continuer à résister, on ne veut absolument pas de cette domination-là, et donc on s'oppose au gouvernement, et il s'oppose tellement au gouvernement que le gouvernement, au bout d'un moment, quitte Paris pour se réfugier à Versailles, parce que, à partir du 18 mars 1871, le peuple de Paris décide de se libérer aussi du gouvernement. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place à partir de là? Le peuple de Paris récupère les canons, une grande partie de l'artillerie qui était donc à la disposition du gouvernement français, et s'en empare pour, le cas échéant, se protéger contre les Allemands, mais aussi contre ce gouvernement qui les récuse. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Alors à partir de là, il y a quand même pas mal de mesures qui sont prises sous forme de décrets. Donc il y a des décrets pour faire des remises sur les loyers. Donc les personnes qui avaient des loyers en retard, bon, ça avait été la guerre, etc. Et il y avait des propriétaires qui étaient un petit peu fâchés de ne pas avoir leur loyer payé à temps. Donc la première des choses, c'était un petit peu de desserrer les taux autour des finances des classes populaires. Et donc tu te retrouves avec un décret permettant donc des remises de loyer, parce que les responsables de la commune de Paris se disent que l'effort de guerre doit se répartir aussi sur les personnes qui possèdent. Tu as aussi l'enseignement intégral donc au niveau de l'éducation pour cultiver chez un individu l'esprit qui conçoit et la main qui exécute. Donc c'était aussi extrêmement important pour les personnes qui ont eu en charge pendant ces 72 jours de la Commune de Paris le destin du peuple. C'était de dire il est très très important de ne pas avoir des personnes qui sont juste formées à un métier, et que la formation devait s'accompagner d'une réflexion qui permettait donc de joindre la conscience, la réflexion avec, voilà, avec ce qu'on pouvait faire aussi de ces 10 doigts. Tu as aussi la gratuité et la laïcisation de l'enseignement. Tu as aussi un décret qui était extrêmement important aussi pour se défaire du poids d'une association qui n'avait pas encore été rompue, qui actait la fin de l'association entre l'Église et l'État, décrétée par la Commune de Paris en avril 1871. Ce qui est très intéressant, c'est que je t'ai parlé souvent du fait que le peuple était, dès qu'il en avait la possibilité, qu'il avait les moyens d'agir, plutôt avant-gardiste, et qu'il avait un courage que ses représentants n'avaient pas. Oui. Donc ce qui est intéressant de constater même par rapport à ce décret très important, c'est que 34 ans avant la loi qui avait été portée par son rapporteur qui était Aristide Briand en 1905, donc avant que les gouvernements actent de la séparation des églises et de l'État, la Commune de Paris, dirigée par le peuple, était consciente du danger de continuer avec cette association-là. Et les grandes figures de ce mouvement alors, est-ce que tu peux nous en parler? J'ai déjà évoqué tout à l'heure Eugène Pottier, qui était celui qui avait rédigé le texte de l'Internationale. Il était donc également élu au conseil de la commune. Je crois que c'était l'élu du second arrondissement. Et c'était donc un poète, un révolutionnaire, je l'ai dit aussi. Donc plutôt une figure artiste. Donc c'est déjà très intéressant et plutôt novateur quand tu te retrouves avec un pouvoir exécutif qui accepte en son sein des personnes qui sont
soit parolier, poète, aussi peintre. Donc un autre, que moi j'appelle plutôt un autre mandataire du peuple de la Commune de Paris, c'était Gustave Courbet, donc un grand peintre. Donc tout le monde a un petit peu à l'esprit le tableau fameux de l'origine du monde. Tu avais aussi Jules Vallès, donc on connaît bien, hein, qu'on a lu, qui a écrit le triptyque L'Enfant, le Bachelier et l'Insurgé, et qui a vécu un petit peu tout le régime du Second Empire, dans l'opposition, aux restrictions dans les libertés, et qui a été aussi un des mandataires du peuple du Conseil de Paris, donc un écrivain, un journaliste. Et parmi bien sûr les grandes figures, tu avais Louise Michel, l'institutrice, anarchiste, c'est-à-dire une personne qui refuse d'avoir des chefs, qui considère qu'on est suffisamment intelligent pour organiser notre quotidien et notre vie sans avoir besoin de personnes qui te donnent des ordres. De manière horizontale. Voilà, c'est ça. Et donc elle, qui a participé énormément au combat, qui a été déportée à la suite de l'écrasement de la Commune de Paris en Nouvelle-Calédonie, et qui est vraiment peut-être la figure tutélaire de la Commune de Paris, donc d'abord parce que c'est une femme, derrière des barricades et à se battre physiquement, armée, contre des soldats qui étaient là. Donc la Commune de Paris, comme la révolution de février 48, c'était un mouvement insurrectionnel qui a fait participer énormément les femmes lors des combats. Donc ça aussi, c'est extrêmement particulier et ça te dit un petit peu la valeur historique qu'a ce mouvement d'émancipation et d'organisation autonome qui était la Commune de Paris. Alors ce qui était, je trouve, très ironique, mais plutôt d'une ironie cruelle, c'est de voir, près de 100 ans après la première révolution française, qu'on se retrouve encore dans des postures symboliques d'ancien régime. Tu avais Paris qui se révoltait contre Versailles à l'époque de Louis XVI, et tu as Paris qui cherchait à écarter le pouvoir qui s'était réfugié à Versailles d'un retour. Donc en réalité, même symboliquement et historiquement, on ne s'était pas vraiment séparé de cet affrontement entre un ancien régime qui change de visage, mais en réalité reprend ses forces sur Versailles, et un pouvoir populaire qui cherche à s'émanciper et à se libérer, qui lui reste à Paris. Donc la grande trahison d'Adolphe Thiers, ça a été de pactiser avec l'ennemi, donc avec Bismarck. Avec les Prussiens. Exactement, pour récupérer des prisonniers qui étaient des prisonniers de guerre, pour pouvoir réorganiser l'armée et pour pouvoir aller contre le peuple de Paris. Et donc, selon toi, comment le programme de l'avenir en commun peut apporter, lui, une réponse politique à la crise démocratique et sociale qui perdure déjà depuis plus de 150 ans? Alors, pour revenir à ce qui avait été une des premières décisions de la commune, ce qui était la remise sur les loyers et le contrôle du prix des loyers, une des mesures phares aussi du programme de l'avenir en commun, c'est garantir le droit au logement. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, en premier lieu, qu'il ne peut plus y avoir d'expulsion de personnes qui auraient une location dans le parc privé sans qu'il y ait de proposition de relogement dans le parc de logement public. Donc déjà, tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui, les expulsions pour impayés, etc., sans possibilité de relogement n'existerait plus. Après, tu as aussi tout ce qui tourne autour de la protection des individus au niveau de l'habitat. Donc tout ce qui est isolation des habitats qui seraient pris en charge par la collectivité. Donc il y a énormément, on le sait aujourd'hui, d'habitats insalubres en France. Ensuite, tu aurais quand même une garantie aussi de paiement des loyers qui seraient pris en compte par la collectivité. Autre chose? Oui. Alors une autre chose qui est là peut-être la proposition phare du programme de l'avenir en commun, donc c'est le passage à la 6e République et à la Constituante. Donc ça c'est une proposition politique décisive parce qu'elle permettrait de passer de la monarchie dite républicaine qu'on connaît maintenant depuis hélas trop longtemps pour une
une république qui est une république qui serait véritablement démocratique et sociale. Et donc, ça permettrait, cette sixième république et cette constituante, de redéfinir les droits que s'accorde le peuple de France à ses différentes composantes, qui permettrait aussi de refonder complètement l'organisation institutionnelle, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que, à partir du moment où le Conseil constitutionnel ne joue plus son rôle de contre-pouvoir, parce qu'il est en réalité composé de personnes qui sont en fin de parcours politique et qui ont été de toutes les coteries politiciennes des dernières décennies, et donc qui sont un petit peu les ancêtres, c'est un petit peu les grands-pères, on va dire, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand tu as le Conseil d'État qui te valide des choses qui vont très concrètement contre la Constitution ou même contre les lois aujourd'hui, qui dit une chose, on a vu ça avec le pass sanitaire par exemple, des personnes qui disaient que ça ne pouvait pas être une obligation vaccinale déguisée, et qui aujourd'hui valide complètement le pass vaccinal, qui, des dires même des personnes qui le mettent en place, est une obligation vaccinale déguisée. Donc tu vois bien on arrive vraiment dans une impasse où les institutions n'arrivent plus du tout, parce qu'en réalité c'est un même club, elles n'arrivent plus du tout c'est même pas à se contrôler les unes les autres, mais à faire en sorte de ne pas connaître des abus de pouvoir trop flagrants et des contre-pouvoirs qui n'arrivent plus vraiment à faire leur travail. Là, le système est en roue libre. Ok, merci bien pour tout ça. On parle de quoi la prochaine fois? La prochaine fois, on parlera des grèves du Front populaire. Et pour montrer surtout à toutes les forces qui voudraient faire échec à ce programme démocratique que le peuple de France était présent et était prêt à se battre pour sa liberté. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être mieux au courant de la mise en ligne des prochains épisodes. Et à très bientôt. Au revoir.